Alors, on va commencer tout de suite avec un expert. On m'a dit, oh là là, attention, il faut démarrer avec lui. C'est vraiment un cador. C'est Grégoire Toussaint. Bonjour Marc. Oui, c'est vrai que tu as un cador. On est expert dans le domaine des paiements. Oui. On a un cabinet de conseil international avec des bureaux en Amérique, en Europe, en Asie Pacifique. Et ça fait près de 40 ans qu'on ne fait que des paiements. D'accord, Edgar Dunn, tu connais? Pas du tout, je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais bravo, quoi, parce que Ouais. c'est un vrai sujet pour demain. Ouais. Alors, Grégoire, quelles sont les attentes et les nouvelles habitudes des consommateurs? On en a quand même beaucoup parlé depuis ce matin. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en complément d'information et quel rôle va jouer justement le paiement, le terminal de paiement dans tout le dispositif et le parcours client? Je pense que quand on parle paiement, en fait, le paiement va devenir transparent. Le paiement va devenir transparent. Qui se réveille le matin et veut payer? Personne. Qui veut le matin se réveille et veut acheter quelque chose? La plupart d'entre nous. Et c'est dans cette logique-là que la plupart des parcours des consommateurs d'aujourd'hui se transforment. On va sur Internet pour trouver des informations, on utilise notre mobile dans les transports en commun, et après on finalise l'acte d'achat soit dans un magasin, soit sur Internet. Et en fait, c'est la multiplicité des sources d'informations, des différents canaux d'information et canaux de vente qui transforment le paiement et influent le parcours des consommateurs aujourd'hui. D'accord. Renan Olagnier, B2B. Je peux que souscrire à ce que tu viens de dire, Grégoire. C'est vrai que on en a parlé un petit peu plus tôt dans la journée. Supprimer et fluidifier finalement les frontières entre les magasins, le e-commerce, essayer de faire en sorte que ce soit extrêmement rapide. Tu parlais d'être transparent. C'est effectivement un élément très important. Nous, B2B, on couvre l'ensemble de la chaîne du paiement depuis la sortie du terminal. Donc voilà, on travaille avec des gens comme Ingenico évidemment pour la partie matérielle en magasin. Pour la partie e-commerce, on va être directement en frontal sur le site en ligne. Et cette double activité finalement d'être et opérateur technique du paiement et acteur bancaire, parce qu'on est agréé par la Banque de France en tant qu'établissement de paiement, nous permet de traiter vraiment l'intégralité de la transaction et donc de la rendre la plus fluide possible et de supprimer tous les irritants, que ce soit pour le consommateur ou pour l'enseigne. Ingenico, avec Nicolas Brand, donc leader mondial des solutions de paiement. Toujours leader mondial. Toujours, merci. Entreprise 100% française. 2 milliards 200 millions de chiffre d'affaires. C'est ça. Chapeau bas. Donc c'est vrai que les paiements, ça ne sera plus un problème aujourd'hui. Ils seront multicanaux. En fait, expérience client et paiement fluide, oui. Transparent, pas pour tout le monde. La transparence, pour certains consommateurs, lorsque finalement ils ont mis dans leur panier et puis sur Internet et puis qu'ils se rendent compte qu'ils ont payé, l'expérience est parfois un petit peu frustrante aussi. Il faut faire attention à ces actes d'achat qui sont un petit peu trop simplifiés et qui font que le consommateur il regrette à la fin d'avoir acheté et qu'il ne va pas retourner sur le site parce qu'il se dit je me suis fait avoir. Donc il faut améliorer l'expérience client, mais faire attention aussi à ne pas le rendre totalement transparent et à toujours avoir le consentement du client. C'est là-dessus que le terminal comme la solution de paiement ont leur rôle à jouer. Alors Laurent Charpentier, qu'on a un peu entendu tout à l'heure, directeur du projet paiement innovant à la BNP Paribas. Alors ça, c'est un job, c'est nouveau ça, non? Directeur du projet paiement innovant à la BNP Paribas, qui fait quand même 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 190 000 collaborateurs dans 75 pays. Donc c'est un poste qui a été créé pour vous, et quelle est la mission de ce métier, de cette fonction? La mission, c'est de suivre ce qui est fait dans le paiement. Le paiement n'a pas forcément beaucoup évolué depuis ces 30 dernières années. Et il y a des nouveautés qui sont en train d'arriver. Alors, hormis peut-être PayPal, qui a quand même été un précurseur dans le paiement. Donc aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles on travaille. Le changement dans la banque est long et compliqué. On a des assets compliqués à bouger. Donc on est aujourd'hui, moi je suis dans une division
qui est un petit peu transverse, qui travaille sur des POC, des choses comme ça, des proof of concept, des essais, on teste des choses et puis après on donne aux entités pour qu'elles puissent développer et promouvoir ça pour l'ensemble de nos clients. Alors on voit quelques images qui défilent et Philippe avait une question à vous poser. Pas une question, mais on a quand même en face de nous 4 acteurs importants du sujet du paiement. Moi, j'avoue que je suis un petit peu troublé pour savoir un petit peu qui va gagner le pari de ce paiement demain. Entre qui et qui? Entre les banques, entre une personne comme Apple. Est-ce que c'est Apple qui va tout remporter? Est-ce que les banques vont faire des blocages? Donc j'aimerais bien que vous puissiez nous donner tous les 4 un fil conducteur, le squelette demain, la colonne vertébrale de ce paiement de demain, avec un avis un peu tranché, un petit peu de parti pris s'il vous plaît. Plonger un peu dans ce vrai parti pris, voilà, pas de politique, parti pris. Alors à ma gauche, Laurent, c'est les banques qui vont gagner? Je ne sais pas si c'est les banques qui vont gagner. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde présent dans ces sujets-là. Il y a des initiatives bancaires, il y a des initiatives commerçantes, il y en a qui survivent, il y en a qui meurent, il y en a des nouvelles qui sont créées. Donc il y a beaucoup de monde. Il y a aussi le cas Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, enfin tous les quelque chose Pay qui sont en train de sortir. Le seul point commun aujourd'hui dans ces solutions-là, c'est qu'elles... Et Apple n'est pas allé à l'encontre des banques, à l'encontre des commerçants pour créer son écosystème. En fait, il est allé s'intermédier finalement entre les banques, entre les commerçants, avec ses clients et ses iPhones, parce que le but du jeu pour lui, c'est de vendre des iPhones, Apple. Il n'est pas là pour autre chose. Et avoir une expérience client la plus agréable possible. Et derrière, c'est s'appuyer sur les technologies NFC, de paiement NFC, de paiement sans contact, qui existent aujourd'hui sur les cartes, qui sont en train d'être développées sur les smartphones maintenant. Et c'est en s'appuyant sur cette technologie qui est aujourd'hui présente partout, ce qui permet de gagner du temps. Les banques, ça fait, avec les commerçants et des sociétés comme Ingenico, ça fait 5 ans, 6 ans qu'elles mettent en place ces technologies-là. Donc aujourd'hui, il y a un parc d'acceptation de mieux en mieux, meilleur. Et donc, on peut, derrière, faire ce service-là. Alors, Grégoire Toussaint, moi j'ai un article, là, mais il ne paraît pas, donc on va le filmer. Un article qui est paru, je ne sais plus, dans la presse, mais je ne sais pas dans quel support, qui dit que les banques ont un historique de transactions important, bien plus que Google n'en possède. Les banques ont un coup d'avance sur cela. Dans l'art de cibler, il y a bien d'autres données, mais l'acte de paiement reste une donnée précieuse. Et Gilles Nectou, qui est dans les parages, nous a dit ça. Donc, est-ce que tu partages ce point de vue? Donc, les banques ont de vrais atouts. Historiquement, ce sont les banques qui sont les teneurs de compte, qui nous distribuent des cartes de paiement et donc qui sont peut-être à l'origine le mieux placés. Après, quand on parle de guerre des paiements, guerre des wallets, je pense qu'il faut trouver et réfléchir à qui profitent les paiements. Quelles sont les problématiques? C'est le consommateur, in fine, qui va choisir le mode de paiement qui lui convient et c'est aussi le commerçant, le retailer, qui va choisir le mode de paiement qui lui convient. Il faut que ça soit simple, aussi bien pour le consommateur que pour le commerçant, que ça ne soit pas forcément trop cher et que ça s'inscrive dans des parcours d'achat. Quand on regarde PayPal, Apple Pay, ils se sont développés parce qu'il y a une simplicité et ils ont profité aussi de l'infrastructure bancaire, que ce soit des cartes, que ce soit des transferts bancaires, pour proposer des nouveaux parcours d'achat. Donc Gilles, les banques se transforment, donc ce n'est pas un sujet finalement, les Google et compagnie vont être mis au tapis? Ouais, surtout les banques s'aperçoivent qu'elles ont de la donnée, qui est une donnée très intéressante, qui est la donnée de paiement. Donc à partir du moment, et qui était jusqu'alors pas utilisée. Alors, c'est vrai que les banques on se disent, tiens, cette data-là, si j'arrive à la monétiser avec le consentement du consommateur, parce que ça, dans le milieu bancaire, la transparence et vis-à-vis du consommateur doit être, et la sécurité doit être optimum. Mais donc avec le consentement du consommateur, si finalement le consommateur donne l'autorisation d'utiliser son historique de paiement carte, vous imaginez l'information. La banque serait capable de dire à une enseigne, je connais quels sont les clients qui achètent chez vous, dans votre secteur d'activité, dans votre zone de chalandise aussi, et qui n'achètent pas chez vous. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire à mes porteurs? Et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui des banques qui est très d'actualité. Oui, c'est le sujet.
C'est le sujet, nous on a regardé, mais alors c'est toujours pareil, les banques sont toujours très frileuses sur ces sujets-là, on a beaucoup de données, par contre on est très surveillé par l'ensemble des régulateurs, les régulateurs bancaires, la CNIL, etc. Et pour pouvoir faire ça, il faut demander un consentement à un client. On en a beaucoup parlé aujourd'hui pour les data, le consentement du client. Et quand on demande à un client, quand la banque, qui est vue par le client comme étant quelqu'un qui peut conserver son argent, le côté coffre-fort de la banque est toujours présent. Aujourd'hui, quand on lance un wallet, on dit oui, c'est quelque chose qui peut être fait dans une banque parce qu'il y a les infrastructures, il y a la sécurité, etc. Donc c'est des choses très importantes. Par contre, quand on va les voir et qu'on leur dit, tiens, on peut vous offrir des bons d'achat si vous allez chez Picard parce qu'on a partagé vos données, etc. Globalement, les clients disent, mais non, ce n'est pas le rôle de la banque. Et donc, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, on regarde un petit peu, mais ça paraît quand même très, très compliqué pour nous. Renan. Oui, alors pour répondre à la question de Philippe, celui qui va y gagner, et celui qui y gagne déjà aujourd'hui, pour moi, c'est le consommateur. Pourquoi ? Parce que... c'est un peu des magots, ça. Non, c'est pas du tout des magots, c'est que finalement, cette agitation qu'il y a autour du paiement, elle vise ni plus ni moins qu'à une simplification pour le consommateur. Alors cette simplification, je suis d'accord avec toi, elle peut être parfois dangereuse. Il faut y veiller, que le consommateur ait pleine conscience de ce qu'il est en train de faire, et pour autant, il réclame cette simplicité d'achat. Encore tout à l'heure, quelqu'un est venu me voir en me disant, mais moi je suis convaincu qu'Amazon, il a réussi pour une seule raison. Parce que finalement, je paye jamais chez Amazon. Ah bon ? Tu payes jamais chez Amazon ? Ouais, enfin je veux dire, en fait je choisis mes produits et puis je les reçois, quoi. Et quand tu parlais tout à l'heure de transparence, je pense que c'est ça que gagne le consommateur, c'est ce souhait de simplification, de fluidification permanent, quelles que soient les solutions. Je pense qu'il y a des expériences intéressantes, peut-être que BNP nous en parlera tout à l'heure sur son portefeuille. Christophe Kuhner. Moi, j'ai une petite question, en fait, c'est juste pour faire un peu poil à gratter et provoquer un petit peu. Si on prend ces 5 dernières années, tu parles d'Amazon où on ne paye pas, ça fait plus que 5 ans, ça fait même très longtemps que ça existe, la notion d'enregistrer des cartes, etc. Mais en fait, le monde du paiement, et on en parle, il y a une effervescence dingue, etc. Mais d'un point de vue consommateur, qu'est-ce qui a changé ces 5 dernières années ? C'est-à-dire, on se retrouve toujours à la fin d'une caisse à sortir son mobile ou sa carte ou quelque chose pour payer, un moment qui est compliqué, etc. Qu'est-ce qui est devenu plus facile dans le paiement aujourd'hui et qu'est-ce qui est vraiment nouveau ? Parce que en fait, j'ai l'impression que plein d'acteurs se tirent la bourre, mais que derrière, il n'y a pas grand-chose qui change d'un point de vue consommateur. Alors Nicolas Brand, peut-être, d'Ingenico, va répondre à cette question. La valeur que le consommateur retire du moyen de paiement qu'il utilise, en fait, et le choix qu'il a dans les moyens de paiement qu'il a à sa disposition. Auparavant, il y avait finalement peu de choix dans les moyens de paiement qu'il pouvait utiliser. Aujourd'hui, il a beaucoup plus de choix. Il n'en ressort pas moins que dans des pays comme la France, en UK, en Espagne, on continue largement d'utiliser la carte de paiement. Et c'est pour ça qu'on a beau parler de mobile, on a beau parler de moyens de paiement extrêmement innovants, les habitudes des consommateurs restent sur le moyen de paiement qui leur apporte de la facilité et avec lesquels ils ont une entière confiance. Et aujourd'hui, la carte bancaire, on lui donne une entière confiance. Et c'est aussi là l'avantage qu'ont les acteurs bancaires, c'est qu'ils sont émetteurs de ce moyen de paiement et qu'ils sont en même temps acquéreurs pour le compte du marchand de ce moyen de paiement. Donc il y a des pays où effectivement le changement il est très difficile pour les nouveaux entrants d'apporter une réelle valeur pour le consommateur avec la confiance, parce qu'on parle d'argent, donc on a besoin de confiance. Il y a d'autres pays qui ont, comme dans les Pays-Bas, comme dans les pays nordiques, où là, il y a eu un mouvement des consommateurs plus vers des moyens de paiement plus digitaux ou vers le mobile. Et donc ça, c'est aussi des questions culturelles qui sont importantes. Renan. Alors, pour répondre à ta question, Christophe, oui, ça existe depuis des années. Mais moi, j'ai envie de vous demander, à vous tous, retailers qui êtes dans la salle et qui avez peut-être des activités e-commerce, combien on réfléchit à leur brique de paiement et à l'optimiser. Voilà. Tu vois ? Et pourquoi, à ton avis ? Pourquoi ? Parce que c'est un sujet historique, le paiement. Comme le précisait Laurent tout à l'heure, ça fait 30 ans qu'on peut payer en carte bancaire. Le taux d'usage de la carte bancaire, il continue à croître, et à croître fortement. Et pourquoi il continue à croître fortement ? Pour ce que vient de préciser Nicolas, pour justement la facilité qui est liée au moyen de paiement. Souvenons-nous, il y a encore quelques années, et on l'a oublié parce que c'était tellement chiant, le chèque. Il fallait aller chercher son chéquier à la banque. Oui. Moi, je paye toujours en chèque certains achats. Tu fais partie des derniers, il y en a encore quelques-uns. C'est le dernier pays où il y a un chèque. Hein. Mais oui, on est le dernier pays où il y a un chèque. Du cash.
du cash, quand tu perds du cash, quand tu te fais piquer du cash, c'est hyper chiant. Enfin, c'est hyper chiant, tu as perdu de l'argent. Tu te fais piquer ta carte bancaire, il y a des opérations frauduleuses, bah, tu appelles ta banque, et puis les opérations sont contestées et tu récupères ton cash. Donc la carte bancaire, c'est quand même un moyen de paiement qui a beau avoir 30 ans, c'est aujourd'hui un moyen de paiement qui est extrêmement efficace en termes de parcours client et sur lequel il y a encore énormément de choses à faire. Et le fait que personne n'ait levé la main à savoir si vous avez cherché à optimiser ce que vous avez aujourd'hui en termes de briques de paiement carte bancaire est une preuve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Philippe, parce qu'on est pris dans des habitudes incroyables, hein, et c'est aussi encore l'exception française, hein, puisque c'est vrai que dans d'autres pays, on est déjà passé, je ne dis pas à autre chose, mais enfin en tout cas, il y a des grandes améliorations. Les chéquiers n'existent plus. Oui, puis on peut payer sa baguette de pain très facilement avec n'importe quoi. Alors, jusqu'au jour où ces gens-là vont peut-être nous faire entre guillemets, un passbook numéro 2 sur le paiement. Alors, justement. Et deviendront indispensables peut-être. Alors, ça, c'est les innovations qui vont arriver. On me dit qu'on va pouvoir payer maintenant avec un bracelet, avec un selfie Google, par biométrie, comme au Japon, etc. Nicolas, c'est une fiction? C'est une réalité aujourd'hui? Non, c'est une réalité, c'est des moyens de paiement. Donc c'est des moyens de payer, de toute façon. D'accord. Alors pourquoi le moyen d'acceptation, c'est toujours à la main aussi du marchand. Si le marchand il est d'accord pour ajouter des moyens d'acceptation, il va les rajouter, ça va lui coûter cher. Aujourd'hui, les moyens de paiement qui sont les plus, qui se développent le mieux, c'est ceux qui se basent justement sur des architectures qui existent déjà, Apple Pay et consorts. Et les bracelets électroniques, c'est exactement la même chose. Donc c'est encore une fois une question d'adaptation et une question d'adoption par le marchand. Mais est-ce que c'est pas un marché fermé? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la banque parle à un Génico à Bill2Bill, et puis on se dit, bon, allez, les mecs, on va pas trop faire bouger les curseurs. Non, ça marche comme ça, on bloque Apple, on fait machin. Non, c'est un marché totalement ouvert, mais rajouter une application de paiement dans un terminal ou rajouter un nouveau device de paiement chez un marchand, ça coûte extrêmement cher. Donc un nouveau moyen de paiement, pour se lancer, il va d'abord réfléchir à ça et se dire, est-ce que je peux utiliser les infrastructures et les devices existants pour pouvoir me développer? Et généralement, c'est l'option qu'il choisit, parce que l'investissement est nettement plus intéressant. Alors une question dans la salle, excuse-moi de te couper, de Anne de la Compagnie des Alpes. Enfin, c'est une question et c'est une remarque. Ça me questionne quand même. Je reviens sur ce que disait Christophe. Qui réfléchit aujourd'hui à ces problématiques de besoins et a compris réellement les attentes de nos clients sur la phase d'achat? Moi je pose la question, est-ce qu'il y a des entreprises qui viennent vous poser ces questions-là, de dire est-ce qu'on a analysé les vrais besoins, les vraies peurs, parce qu'il y a des peurs au fond, qui travaillent sur ces tendances? Est-ce que quand une entreprise vient vous voir sur des problématiques de paiement et de solutions, mais en fait on parle vachement d'outils, mais avant l'outil, est-ce qu'ils vous posent des questions de aujourd'hui, quelles seront les grandes tendances des 5 prochaines années sur le paiement? Et j'entends pas vraiment encore d'idées sur le sujet, en fait. Est-ce que les gens veulent acheter une app comme Amazon? Est-ce qu'ils sont prêts ou pas? En fait, qui réfléchit sur ces sujets? En tant que consultant, une vraie question, hein, franchement, on est nul avec Philippe à côté. Je vais faire du consultant. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Ronan. Quand on parle d'optimisation des moyens de paiement, on regarde il y a 10 ans, il y a 15 ans, les paiements c'était des tuyaux. On se faisait payer par carte, on se faisait payer par chèque. Après, il y a l'e-commerce qui s'est développé, c'était un canal supplémentaire. Après, il y a du m-commerce qui s'est développé, c'était un canal de vente supplémentaire. Maintenant, on parle d'optimisation et de paiement. Mais c'est qui on parle? Les commerçants, les consultants, ceux qui fournissent des solutions. Vous faites que parler. Et on délivre. Hein, je pense que quand on regarde un Génico, B2B, ça parlote, quoi. Ça parlote, ça. Il y a déjà des solutions. Si on prend l'exemple Burberry, ils ont le concept de panier suspendu, où on a un panier on commence son parcours d'achat à partir de son app ou sur le site d'e-commerce. On va en magasin et on le finalise. On peut regarder aussi, et donc pour les tendances principales, l'omnicanal, le multicanal, où les différents canaux se parlent. On commence son parcours d'achat à la maison, on le finit en magasin et on dit bonjour Marc, bienvenue quand on entre dans son magasin. Et ton compte est débité automatiquement. Est-ce que vous voulez acheter quelque chose en plus des 3 articles que vous avez achetés que vous avez commandés chez Nature et Découverte? Et après, on repart directement avec ces articles où on peut être livré à la maison. Ça, c'est une des tendances importantes. L'autre tendance, et je pense qu'on en parlera demain matin, c'est les objets connectés.
Oui. Quand on parle dans les stations de ski ou autres, dans les parcs d'attractions, l'exemple qui ressort souvent, c'est le Disney Magic Band. C'est une bande, c'est un bracelet connecté qui permet de payer, d'avoir accès à sa chambre d'hôtel. Donc ça fonctionne, le bracelet connecté qui permet de payer, etc. Ça fonctionne, ça se développe fortement. Il y a beaucoup de smartwatch ou de rings qui sont intelligentes et qui permettent de payer et d'avoir des parcours de paiement et d'achat innovants. Alors, une question dans la salle de Jean-Charles de la société Ocando. Bonjour à tous, je m'intéresse en particulier au système de paiement particulier en Afrique. Et actuellement, il y a une solution qui fait un tabac au Kenya, qui s'appelle M-Pesa, que certains connaissent. C'est quoi comme solution? C'est une solution de M-paiement. Un chiffre qui a été cité par Business France Tanzanie le mois dernier, 60% des paiements de PIB, le PIB, produit intérieur brut de Tanzanie, est fait par le M-Mobile. Comment voyez-vous arriver ces solutions ici en France? Nicolas? Si cette solution qui est basée sur le mobile, parce que le mobile est très développé en Afrique justement, si elle s'est développée comme ça, c'est justement du fait de la pauvreté des infrastructures dans ces pays africains, parce qu'il n'y a pas que le Kenya qui est concerné. Donc, c'est un moyen de paiement qui est encore basé une fois de plus sur soit de la carte quand on a des bracelets connectés, soit sur des prélèvements directement sur un compte, et c'est le mobile qui sert à la fois de moyen de paiement et d'identification du consommateur, parce qu'il n'y a pas forcément de carte d'identité aussi là-bas. Donc, c'est des moyens de paiement qui se développent, mais en raison d'une pauvreté d'une infrastructure que nous on ne connaît pas en fait. D'accord. Grégoire? Oui, tout à fait. L'infrastructure bancaire, quand on se promène au Kenya, là où on va acheter, c'est le petit magasin de nourriture du coin. Il n'a pas de TPE, il n'y a pas d'agence bancaire. Donc du coup, le téléphone mobile en fait sert de compte bancaire et permet de faire des transferts de personne à personne. Donc du coup, c'est peut-être eux qui sont en avance par rapport à nous, non? Ils ont tout à fait. Ils ont sauté une étape parce qu'il n'y a pas d'infrastructure bancaire et de paiement, mais le mobile est omniprésent. Quand on regarde, la question c'est est-ce qu'on peut transposer ce système en France? La réponse est non. On a chacun un compte bancaire, une ou plusieurs cartes. Et est-ce que des solutions mobiles peuvent devenir un succès en France? Ça va dépendre de la valeur ajoutée que ces solutions vont ajouter au-delà du paiement. Si on veut payer par un paiement, si on veut payer par un mobile par rapport à sa carte, sans contact ou autre, si c'est pour faire un changement de solution, aucun intérêt. Par contre, si on peut commencer à payer avec des coupons, avec un parcours d'achat, avec des informations, de la valeur ajoutée, c'est là où ces solutions peuvent se développer et les consommateurs peuvent l'adopter. David Ledouarin, Advalo. Oui, non, juste, je voulais témoigner par rapport au Kenya. C'est vrai qu'ils sont dans une situation dans laquelle le taux de bancarisation il est zéro. C'est-à-dire que son salaire est payé en cash et les échanges se font très majoritairement en cash. Donc le M-paiement, pour ça, c'est une façon, entre guillemets, de rebancariser l'économie qui est une économie du cash. Donc le vrai sujet, je pense que tu l'as évoqué, c'était de se dire aujourd'hui, si on doit passer sur du mobile payment, quel est le gap pour un consommateur, quelle est la valeur ajoutée incrémentale qu'on va générer avec ce paiement mobile, en quoi on va emmener de la simplicité, de la facilité, de l'immédiateté. Et donc c'est le vrai sujet. Et à mon sens, ces sujets sont discutés depuis une dizaine d'années et on en est encore à la même discussion, quoi. Renan. Un tout petit complément sur les expériences de mobile money. Ça s'appelle bien mobile money. Et en fait, c'est ni plus ni moins que de la sécurisation pour les porteurs. C'est pour ça que ça a décollé énormément en Afrique. Aujourd'hui, au Mali, on est sur un taux d'usage qui est supérieur à celui du Kenya. Pourquoi? Parce que finalement, quand on a du cash dans la poche, il suffit d'un couteau et puis on n'a plus de cash dans la poche. Quand on a son téléphone et qu'il faut saisir un code PIN pour valider le transfert d'argent, on sécurise finalement et on supprime cette monnaie et ce risque associé. Et d'ailleurs, la petite criminalité a fortement baissé du coup, bizarrement. Et en même temps, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui, les opérateurs télécoms, en ayant développé un nouveau produit corollaire et sur la base de leur tuyau. Mais c'est pareil, en Afrique, il n'y a pas d'ADSL. Ouais. Ils sont directement passés à la 3G et à la 4G. Voilà. Alors, maintenant, je suis d'accord avec Grégoire. Alors, on va Quel voir bénéfice pour les consommateurs français? On va voir si vous avez bien. Mais on verra, Orange vient de le lancer, ils ont fait un grand communiqué de presse ce matin, donc on verra dans les prochaines semaines. Alors on va voir si vous avez d'adoption. Excusez-moi, on va voir si vous avez bien répondu à Anne, qui, j'ai l'impression, reste quand même un peu sur sa faim là. Oui, mais c'est intéressant parce que l'exemple du Kenya, de ce que vous racontez, c'est une problématique de quelles sont mes contraintes
Et du coup, qu'est-ce que je crée comme valeur quand j'ai des contraintes? Et je sais qu'il y a des tests qui sont faits, parce que je reviens sur la question de qu'est-ce qui se passe quand un consommateur, en tout cas moi c'est le cas, est à Paris un dimanche soir, il est en train de acheter un voyage ou un séjour au ski à 4 500 €. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait qu'il y a des points de rupture? Parce qu'il en a des tonnes de points de rupture. En fait, il y a des sociétés qui sont en train de se questionner sur ces sujets-là. D'ailleurs, il y a des trucs très rigolos, de dire l'impact du chien. Moi, j'ai entendu des choses assez dingues. Des gens qui, en fait, doivent sortir le chien dehors et, en fait, ils arrêtent leur transaction au moment de l'achat. Ou alors, enfin, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et en fait, quels sont les points qui, éventuellement, font perdre le client dans le moment de l'acte d'achat? Et il y en a plein, en fait. Mais je me questionne encore et en fait, je demande la question de est-ce qu'on connaît ces sujets-là, quoi? Oui, on les connaît. Il y a effectivement, derrière la transaction, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs points. Vous avez soit un terminal quand vous êtes sur un paiement de proximité, soit sur une page de paiement lorsque vous êtes sur du paiement à distance. Derrière ces deux points d'acceptation, en fait, il peut y avoir des points de rupture. Tous les prestataires sérieux qui sont à la fois sur le paiement Internet et le paiement de proximité vont vous proposer des moyens pour augmenter votre conversion et éviter ces points de rupture. Ça va être, parce que vous pouvez très bien rentrer votre numéro de carte et avoir un refus. Le refus bête et simple, votre transaction est terminée. Refusé, là effectivement la conversion 0. Si votre prestataire vous propose, en cas d'échec de cette transaction, je vous propose un autre moyen de paiement, votre carte bancaire elle n'a pas fonctionné, est-ce que vous voulez payer par American Express? Est-ce que vous pouvez payer par un autre moyen? Est-ce qu'on vous contacte? Il y a plein de moyens de rattraper une transaction qui est en échec. Et ça, c'est des solutions qui existent. Mais encore une fois, on va revenir sur un point clé, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de retailers qui sont dans cette dynamique d'optimiser le paiement? Donc nous, effectivement, on peut apporter plein de solutions. Il en existe plein. On a parlé d'Omnicanal tout à l'heure. L'Omnicanal, aujourd'hui, on travaille avec plein de retailers qui se questionnent comment est-ce que je peux augmenter mon taux de conversion en magasin? Parce que je me pose beaucoup de questions sur Internet, mais en magasin, finalement, je me pose très peu de questions. On a accompagné des retailers qui ont, la moyenne des articles hors stock, c'est à peu près de 8% dans le retail. Ça fait perdre à peu près 4% de chiffre d'affaires au retail. Le fait d'avoir des vendeurs connectés avec des tablettes, on en a beaucoup parlé ce matin, ça permet de préserver ces 4% de chiffre d'affaires. Parce qu'on va augmenter le taux de conversion, on va permettre l'achat d'impulsion. Quelqu'un qui réfléchit devant un produit, si j'ai mon vendeur qui l'accompagne et puis qui vient immédiatement capturer la vente, ça aussi, ça augmente le taux de conversion. Et la tablette, à la fin, elle est connectée à quelque chose. Soit elle est connectée à un compte client pour faire un débit très simple, à la Amazon, soit elle est connectée à un terminal parce que le client il veut payer avec sa carte bancaire de manière traditionnelle. Il existe plein de moyens aujourd'hui, et on l'implémente aujourd'hui avec quelques retailers, mais finalement, il y a aussi le mouvement du retail pour se dire, OK, je veux faire quelque chose, parce que ça implique aussi beaucoup de changements d'organisation. Pas de solution universelle, c'est du cas par cas. Il faut rentrer dans une démarche. Si, il y a des solutions universelles, mais il faut que le retailer ait cette démarche. Donc c'est la faute du retailer, si je comprends bien. Non, c'est pas une faute, c'est simplement une dynamique. On va voir BNP Paribas, Laurent Charpentier, qui réfléchit tous les jours sur ce sujet-là. Oui, je réfléchis tous les jours sur ce sujet-là. Je ne suis pas le seul, beaucoup de gens réfléchissent à ça. Aujourd'hui, on l'a dit, effectivement, il y a des infrastructures et ces infrastructures reposent plutôt sur la carte. Vous avez peut-être entendu parler de sujets autour de l'instant paiement. L'instant paiement, c'est le fait de pouvoir faire un virement finalement qui sera récupéré immédiatement. Donc ça, c'est des opportunités pour le e-commerce et particulièrement notamment pour les paniers de haute valeur, de haut montant. Parce qu'aujourd'hui, sur les cartes, on a des plafonds et acheter un voyage à 4 500 €, très souvent, on n'a pas ce plafond-là forcément sur sa carte et donc l'autorisation est refusée par la banque, même si on peut avoir l'argent. Donc le fait de pouvoir payer demain peut-être en e-commerce en faisant un virement et que le commerçant reçoive en tout cas immédiatement une notification en disant c'est bon, tu vas avoir l'argent demain, tu peux vendre et on te garantit cet argent, ça c'est des choses qui vont évoluer. Par contre, comme je disais tout à l'heure, les banques, c'est des architectures un peu lourdes, il faut mettre tout ça en place, c'est assez long à faire, et aujourd'hui, la carte marche plutôt bien, donc on continue à travailler sur ces infrastructures-là, on continue à travailler autour du mobile payment avec son smartphone, même si aujourd'hui, il n'y a pas un client qui vient nous voir en disant « Oh, j'aimerais bien payer avec mon smartphone ». Comme ça a été dit, il faudra ajouter de la valeur à ce paiement, il faudra mettre de la feed, mettre du couponing, faire en sorte que tout ça s'arrange bien pour pouvoir payer avec son mobile.
Le seul avantage du mobile aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose que vous emmenez avec vous. Autant le matin, je pense que vous pouvez partir sans votre portefeuille. Des fois, vous ne devez pas avoir de carte de paiement avec vous, pas d'argent liquide, etc. Par contre, globalement, quand vous oubliez votre téléphone, très souvent, vous irez le rechercher chez vous parce que c'est devenu un objet vraiment dont on ne peut plus se passer. C'est ce qu'on voit à l'écran là, donc c'est une solution de paiement BNP Paribas. Alors, WA, effectivement, c'est une initiative BNP Paribas, mais qui est ouverte à d'autres banques, qui est une initiative de wallet commerçants, multi-commerçants, c'est-à-dire qu'on pourra s'interfacer. Alors aujourd'hui, on a une expérimentation avec Carrefour autour de ce sujet-là, mais c'est aussi avec les magasins présents dans les galeries de Carrefour qu'on est en train de regarder ce qu'on peut faire. Et au sein de cette application, on aura l'ensemble de ces comptes fidélité, la même façon de payer partout. Et quand on ira payer, plutôt que de sortir sa carte de fidélité, de dire oui, j'ai 10 € dessus, de taper son petit code sur le TPE pour valider ces 10 € de fidélité, tout se fera au sein d'une même application. Donc ça, c'est une expérimentation qu'on est en train de mener. Avec des retailers, avec d'autres banques. On a aussi Paylib qui, lui, est une autre initiative purement émetteur. C'est des initiatives qui ne sont pas du tout concurrentes. BNP fait partie de ces deux initiatives-là. Elles sont même plutôt complémentaires. Et après, il ne faudra pas oublier quelque chose aussi, c'est... un téléphone à peu près dure 18 mois. C'est-à-dire tous les 18 mois, 18 à 24 mois, les gens vont changer de téléphone. Souvent incité par Apple, par exemple, qui va dire maintenant vous ne pouvez plus mettre à jour et du coup on ne pourra plus mettre à jour Facebook parce qu'il faudra la dernière version. Donc après, quand on va changer de téléphone, il faut réinstaller ces applications. Et est-ce que vous réinstallerez quelles sont les applications que vous réinstallerez sur votre téléphone? Donc il y a vraiment un sujet aujourd'hui sur... Il faudra être présent sur le téléphone pour garantir cette utilisation, pour garantir cet usage, et il n'y a que ceux-là qui réussiront. Gilles Nectou. Oui. D'ailleurs, la plupart des wallets, finalement, nécessitent une synchronisation de la carte. Qu'est-ce que c'est une wallet, là, pour ceux qui, comme moi, qui ne comprennent rien? C'est finalement, je peux synchroniser plusieurs moyens de paiement dans un seul moyen de paiement. Donc finalement, je peux payer avec le mobile. On a des mobile wallets, on a des wallets online. Donc je peux payer avec finalement mon mobile, mais il a fallu quand même que je synchronise ma carte à l'intérieur du wallet. Donc finalement, la carte reste, dans la plupart des cas, un support important. Il ne faut pas oublier les chiffres. Les chiffres en France, le paiement carte, c'est 600 milliards à peu près d'euros par an, en croissance de 5% par an. Donc on voit bien que le donc volume, la carte sera toujours présente. Le volume est toujours là. Alors, sans doute, l'utilisation sera différente. Moi, j'essaie de comparer d'ailleurs souvent entre le paiement. Je fais un paiement en tapant sur un TPE, ça me prend 10 secondes pour acheter ma baguette de pain chez Paul. Comparé à un mobile qu'il va falloir que je sorte, que j'active, que je regarde l'appli, que je paye. Et là, c'est pas gagné. Je ne pense pas que ce soit gagné. Je pense pas que ce soit gagné. Philippe Huertel. Il y a un sujet tu dors ou quoi là? Non, il y a un sujet très important, c'est la sécurité de tout ça en fait. On est tous hantés par la sécurité de ces téléphones et autres. Donc tu vois que c'est un frein aujourd'hui. Je pense que les gens ont peur. Les gens ont peur majoritairement, je pense, d'utiliser le téléphone portable aujourd'hui pour faire des paiements. Il y a une espèce de peur qui s'installe, donc oui, ça va être long. Enfin, ça n'a pas l'air de vous... Alors oui, il y a toujours une crainte. Dès qu'il y a de la nouveauté, il y a toujours une crainte. Après, vous pouvez bien imaginer que quand on va sentir une solution de paiement sur un wallet, on va bien faire attention à mettre en place toute la sécurité possible. Ce matin, Nicolas parlait de tokenisation pour avoir de la fidélité ou des réductions, des choses comme ça. C'est aussi des choses qui sont mises en place sur les téléphones pour éviter d'avoir son vrai numéro de carte plastique qui se balade sur les réseaux, etc., pour sécuriser tout ça. Et les mobiles sont de plus en plus sécurisés. Globalement, si votre mobile est piraté, enfin routé, etc., on ne peut pas dupliquer les applications, ça ne fonctionnera pas. Donc oui, la sécurité est au cœur de notre préoccupation. Donc si je comprends bien, la carte, ça sera toujours l'élément moteur, l'élément majeur pour payer. Finalement, le téléphone, c'est pas encore prêt dans la mentalité des gens, j'entends. Oui, comme le chèque. Moi, j'ai essayé il y a 5 ans, il y a 3 ans, 3-4 ans, d'arrêter de payer par chèque.
tous les mois, il faut que je donne de l'argent. Tous les 3 mois, je dois donner de l'argent liquide à mon fils pour aller payer sa cantine parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen d'accepter ça. Donc je me suis refusé à avoir des chèques. C'est très compliqué de ne plus avoir de chèques aujourd'hui pour des tas de services. Donc aujourd'hui, la carte est là. Il y a les infrastructures qui sont là, toute la sécurisation. Donc oui, ça va durer encore longtemps. Alors Patrick Benoît d'Interway qui, depuis un moment, lève la main. Oui, merci. Non, je voulais juste vous challenger, enfin vous interroger en fait sur quelque chose. On parle de moyens de paiement, moyens de paiement innovants, pardon, sur ce que fait Apple aujourd'hui dans ses Apple Store. C'est-à-dire que vous allez chez Apple, vous prenez un produit, vous scannez le code barre et automatiquement vous payez avec votre compte sans voir un vendeur, sans sortir votre carte bleue et sans sortir en fait les fonctionnalités RFID de votre téléphone. Donc on est véritablement sur là un moyen innovant en fait de commercer. Qui prend en compte l'aspect physique, mais qui prend aussi en compte l'aspect paiement proprement dit. Donc ça risque un peu de révolutionner tous les usages, toutes les technos et l'ensemble des choses qui sont proposées au marché. Ouais, alors on est typiquement dans des innovations qui aujourd'hui ne sont pas de la science-fiction, ne sont pas réservées à Apple. Et quand j'ai posé la question tout à l'heure de qui s'était posé la question d'optimiser sa brique de paiement, aujourd'hui cette cinématique de paiement, elle est reproductible chez n'importe qui d'entre vous. Sans aucune difficulté. Après, sur la partie sécurité et ton sentiment, Philippe, sur la baisse finalement de la sécurité, aujourd'hui, je vais te faire un deuxième sondage. Qui est-ce qui a déjà perdu de l'argent avec sa carte bancaire? Personne. Ouais. Et t'as pas été remboursé? Oui, mais ça va prendre jusqu'à un mois et demi. Mais c'est logique, c'est pour éviter de la fraude de la part des consommateurs. Donc c'est un process qui prend du temps parce qu'il y a des vérifications. Mais dans 2-3 semaines, on en reparle et ce sera un sujet dont tu parleras au passé. Alors qu'à l'époque du chèque, à l'époque du cash, qui est-ce qui a déjà perdu de l'argent? Tout le monde. Donc c'est pour ça que oui, il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux de sécurité très forts. La tokenisation ou l'aliasing de cartes est évidemment une réponse qui accroît encore la sécurité par rapport à tous ces dispositifs. Mais finalement, il y a un dernier rempart, c'est que il y a vraiment une approche de la confiance entre les banques émettrices et les banques acquéreurs sur justement la prise en charge de ce petit risque en termes de fraude. Marie-Georges Dauchamp, s'il vous plaît. Moi, j'ai juste une question pour Monsieur Charpentier. Je suis très étonnée de ne pas entendre parler dans cette instance de la blockchain qui est annoncée comme la future révolution, ou en tous les cas la plus grande depuis Internet. Il y a aujourd'hui des sociétés israéliennes qui travaillent avec cette techno, si on peut appeler ça une techno. Donc j'aurais bien aimé avoir votre point de vue là-dessus. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Monsieur Charpentier, on vous écoute. Parce qu'on est obligé de conclure là, donc il faut... Alors, c'est compliqué de conclure là-dessus. Aujourd'hui, blockchain, c'est le nouveau mot à la mode. Alors, c'est qu'une mode. C'est pas une mode, c'est réellement quelque chose, mais par contre, c'est quelque chose de très récent. C'est quoi? C'est finalement, alors c'est sur la blockchain que reposent aujourd'hui les crypto-monnaies comme Bitcoins. Dont vous avez peut-être entendu parler. On n'a plus besoin finalement de régulateurs central pour gérer tout ça. Il y a des espèces de méta-annuaires, on va dire. Alors je vais employer des gros mots pour beaucoup de gens, je pense, hein, parce que c'est tout de suite... j'ai du mal à l'expliquer de façon très simple. Si quelqu'un sait l'expliquer de façon très simple, il peut le faire à ma place. Oui. Mais finalement, c'est quelque chose dans lequel on va partager de façon sécurisée, inaltérable, des transactions différentes. Alors, il y a par exemple un usage aujourd'hui, c'est de se dire, je vais acheter un bien immobilier. Pour acheter un bien immobilier, je dois passer par de nombreuses étapes. Je dois voir... Et en fait, chaque intermédiaire, finalement, pourra valider cette transaction en disant, voilà, oui, ok, c'est fait. Et quand tout le monde aura validé, on aura quelque chose, un sceau, une sorte de sceau de sécurité, et ça rendra le bien inaltérable. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau et est-ce que ça a un avenir ?
Alors, ça a probablement un avenir. Aujourd'hui, on est vraiment sur du prospectif. On est en train de regarder. Alors, on peut faire beaucoup de choses avec la blockchain, mais aujourd'hui, on regarde ces sujets-là. Mais ce n'est pas des choses qui vont arriver, qui vont, en tout cas dans les banques, qui vont arriver tout de suite. C'est aujourd'hui beaucoup regardé par les banques d'affaires, les choses comme ça chez nous, plus que par le retail. Alors, pour conclure, Grégoire, donc si j'ai bien compris, les solutions existent, mais on va rester à la carte bleue. Hein. Dans le paiement, il y a beaucoup d'innovations, aussi bien pour les consommateurs que les commerçants. Une simplification du parcours d'achat. On l'a parlé aussi, il faut rajouter de la sécurité, mais je pense que les solutions de paiement de demain commencent maintenant et vont se développer de plus en plus. On parle de paiement avec son téléphone portable, de wallet, d'objets connectés. À 5 ans, on aura tous au moins un objet connecté, on paiera de manière régulière avec son téléphone portable, et il faut parler après de... Donc ça sera la table ronde de demain, puisqu'on a le patron aussi des magasins LIC, donc leader dans les objets connectés. Voilà, écoutez, Nicolas, dernier mot, ta vision. Mesdames et messieurs les retailers, si vous voulez améliorer l'acceptation des paiements, appelez Nico. Tout repose sur vous. Les solutions existent. Voilà, ça sera le mot de la fin. J'aimerais qu'on applaudisse nos intervenants, Grégoire Toussaint, Ronan Olagnier, Nicolas Brand et Laurent Charpentier.